Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Les autoroutes sont créées en 1955 devant l'augmentation du parc automobile français et pour désengorger les routes, c'est l'État qui investit massivement dans ces axes à grande vitesse, mais en cédant dans les années 80 leur exploitation à des sociétés privées. Ces privatisations sont depuis pointées du doigt pour avoir fait augmenter toujours plus les prix moyens au kilomètre, tout en faisant baisser parfois leur coût de fonctionnement. Et ce mois-ci, le gouvernement a annoncé une hausse des taxes sur les autoroutes et les aéroports qui doit rapporter 600 millions d'euros à l'État, mais qui a provoqué forcément une hausse annoncée des prix au péage. Comment ces péages qui devaient financer des infrastructures se sont-ils mués en une taxe de passage ? Pour décrypter cela ensemble, nous accueillons Pierre Chasseret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, dont vous êtes aussi le délégué général. Alors Pierre Chasseret, finalement cette hausse des taxes sur les autoroutes qui va arriver, est-ce que c'est pas finalement une partie des bénéfices que l'État récupère auprès des concessionnaires ? Oui, mais c'est absolument insupportable parce qu'en fait, l'État cherche à récupérer de l'argent sur le dos des concessionnaires alors que les tarifs des péages sont déjà taxés à hauteur de 40%. Et on nous laisse se poser, puisque le ministre a dit « Non, mais cette nouvelle taxe qui s'abat sur les sociétés d'autoroutes ne sera pas répercutée sur les prix ». C'est faux. Il est bien évident que contractuellement, les sociétés d'autoroutes ont bien pointé du doigt le fait qu'il y avait la possibilité de rabattre cette augmentation directement sur l'usager, c'est-à-dire nous, notre pomme, ceux qui sommes dans notre voiture au quotidien. D'ailleurs, Vinci a réagi assez rapidement en expliquant qu'inévitablement, les prix seraient augmentés. Oui, on va avoir une augmentation assez substantielle. 600 millions d'euros, c'est pas une paille, c'est l'équivalent quasiment de l'argent des radars qu'il faut contrebalancer pour les sociétés d'autoroutes. Vous imaginez bien que les sociétés d'autoroutes vont pas se passer comme ça gentiment de 600 millions de recettes. Quelle entreprise accepterait ça ? Donc, déjà qu'il y a une hausse prévue à chaque 1er février, indexée sur l'inflation, qui dépasse l'inflation, eh bien, on va se retrouver cette année avec une hausse vraiment limite insupportable au 1er février 2024. Je l'annonce aujourd'hui, il faut s'attendre peut-être à une augmentation des tarifs d'environ peut-être 4%. Est-ce que parmi les concessions d'autoroutes, parmi les sociétés qui exploitent les autoroutes, certaines vont faire un peu ce genre de geste qu'on voit dans la grande distribution, de ne pas répercuter cette hausse des taxes sur leur prix au péage ? Je l'espère, mais soyons très honnêtes. La différence entre un commerce et une société d'autoroute, c'est que la société d'autoroute a signé une concession, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Pour certaines autoroutes, c'est par exemple en 2037. Vous imaginez bien que ces sociétés d'autoroutes vont vouloir emmagasiner le maximum d'argent d'ici la fin du contrat. Aucune société d'autoroute n'a d'intérêt finalement, vu ce contrat, à baisser les prix. Le seul moyen pour l'État aujourd'hui d'influer dans le sens de l'automobiliste, c'était de réviser le système des concessions d'autoroutes pour permettre une véritable baisse substantielle de la tarification. Mais c'est pas en augmentant une taxe qu'on va inciter les sociétés d'autoroutes à faire un cadeau aux automobilistes. Alors comment on pourrait faire baisser le prix des autoroutes justement ? Pas compliqué. En fait, il faut renégocier les contrats. Évidemment, les sociétés d'autoroutes de leur côté vont demander à ce que les contrats aillent plus loin dans le temps. Mais il faut contrebalancer ça à une baisse globale des tarifs autoroutiers, moyennant une augmentation des durées de concession. Ça permettrait d'avoir des autoroutes moins chères tout en gardant un service de qualité et tout en gardant des autoroutes qui, objectivement, lorsqu'elles sont gérées par les sociétés d'autoroutes, sont mieux gérées et en meilleur état que les autoroutes qui sont confiées à l'État. Donc, moi, je pense que ce serait une solution tout à fait acceptable et une solution sympathique qui permettrait finalement de faire baisser les prix. Ce que veulent les Français, c'est avant tout faire baisser les prix des péages. Alors oui, ce que vous dites, c'est que le problème n'est pas forcément cette privatisation des autoroutes, car ces sociétés gèrent
plutôt bien, d'après ce que vous dites, leur exploitation. Le problème, c'est que ce sont des contrats qui ne sont pas assez bien négociés par l'État. Mais si on prolonge encore ces concessions aux sociétés privées, finalement, on ne sort jamais de ce problème et on fait face constamment à des hausses des prix. Et non, parce qu'en fait, c'est contractuel. Donc, il suffit, lors d'un contrat de concession, attention, on dit toujours les autoroutes ont été privatisées. C'est pas vrai. Elles sont pas privées. Oui, elles sont on leur a confié la gestion. Voilà. C'est différent. Mais la concession a une limite dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut toujours négocier. Et tout se prévoit dans un contrat initial, y compris des clauses de renégociation en cas d'augmentation trop forte des tarifs des péages, etc., etc. Et je rappelle que chaque année, c'est l'État qui valide les augmentations des tarifs autoroutiers, mais sur la base d'un contrat signé. Le problème, c'est que l'État a signé un contrat qui n'était pas favorable à l'usager, il était favorable à l'État. On dit toujours, oui, mais l'argent des autoroutes, il part pas à l'État, il part aux sociétés. Ben, c'est pas vrai. 40% du montant du péage, 40% du montant du péage revient en taxes dans les caisses de l'État. C'est quand même 40% gagnés à rien faire, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, donc en fait, l'État profite énormément de des prix au péage. C'est ce que vous êtes en train de dire? Ouais, ils ont trouvé un parapluie qui était la société d'autoroute, qui permettait à l'État de donner la sensation aux Français que que les sociétés d'autoroute sont toujours les méchants. C'est un peu plus complexe que ça, vous l'imaginez bien. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. On a surtout un État qui est de son côté avide de profits gratuits sans rien avoir à faire. C'est comme les tarifs de l'essence, 60% de taxes aujourd'hui environ. Alors on a 40% de taxes à ne rien faire. Bon là, ça fait beaucoup. Je pense que si on devait aller sur une baisse des tarifs autoroutiers, il faut évidemment voir ce qui se passe du côté des sociétés d'autoroutes, parce que les profits réalisés sont quand même assez importants. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même la possibilité d'abaisser les prix. Et puis, il faut regarder du côté de l'État, qui pompe 40% du prix du péage de manière totalement injuste, à ne rien faire. De quel ordre pourrait être une baisse de ces 40% de taxes au péage, ou même de la taxe sur les carburants pour permettre une respiration sensible pour les automobilistes? Les carburants, c'est facile, c'est 1,50 €. Il faut caper les taxes. Il faut permettre de faire en sorte que le système de fiscalité français n'impose jamais davantage qu'1,50 €. C'est ça la clé. Parce qu'on va quand même pas supporter des prix des carburants au-delà de 2 €, voire même à 2 €. C'est trop cher. Les Français ne peuvent pas bouger, les entrepreneurs n'osent plus faire les trajets, les infirmières libérales refusent certains contrats. Enfin, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc le carburant, c'est 1,50 €. Pour les tarifs autoroutiers, ça a été évalué par l'autorité de régulation de la concurrence et par la Cour des comptes. C'est 20%. On doit espérer une baisse de 20% des tarifs des péages. Moi, je propose quelque chose d'assez basique. Hein. On coupe la poire en deux. Les sociétés d'autoroutes font moins 10, l'État fait moins 10, et tout le monde est content, et on est dans les clous sur des tarifs autoroutiers qui seraient acceptables moyennant les travaux que l'on doit réaliser pour assurer l'entretien de l'autoroute. Donc, si c'est 20%, si les évaluations de tous les professionnels du secteur et experts disent que les autoroutes sont 20% trop chères, baissons de 20%, c'est tout. Alors, les prix des péages n'ont pas cessé d'augmenter depuis la création des autoroutes. Comment vous expliquez cette hausse constante? Est-ce qu'elle s'est accompagnée d'un meilleur service, de meilleures infrastructures? Bon, alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on entretient une route, ça coûte quand même de l'argent, évidemment, c'est pas gratuit. Oui, Donc, au kilomètre, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui, bien sûr. Mais l'entretien qui doit être réalisé, malheureusement, ça vous devez le faire. Ça doit être porté par les sociétés autoroutières. C'est une évidence. Ce qu'il faut comprendre, c'est, au départ, il y a eu une promesse qui était une fausse promesse. C'était une promesse politique. C'est-à-dire, on disait aux gens, vous payez les péages à la création, ensuite vous ne paierez pas, c'est gratuit. Bon, gratuit, ça n'existe pas. Vous savez que gratuit, c'est quand c'est vos impôts qui payent. Alors après, c'est un système, il y a des systèmes différents. Vous pouvez avoir un système qui est porté intégralement par les impôts versés à l'État, et dans ce cas-là, il faut augmenter les impôts. Vous pouvez avoir un système de vignette autoroutière sur l'exemple de la Suisse, tout le monde paye le même montant et vous prenez les autoroutes autant de fois que vous voulez. C'est un système qu'on pourrait juger facile, simple, rapide, qui évite le problème des barrières de péage, mais qui
malheureusement, ne fait pas le distinguo entre celui qui l'emprunte tous les jours et celui qui l'emprunte une fois par an. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Il y a juste un exemple, celui de l'Angleterre, qui fonctionne avec des autoroutes qui sont gratuites, où l'état d'entretien est tellement mauvais que l'Angleterre est obligée de laisser la vitesse aux alentours de 110 km/h. Donc, on va quand même pas en arriver là. On a besoin d'une autoroute qui fait gagner du temps. Pour ça, il faut une autoroute entretenue. Malheureusement, on doit supporter un coût, ça on l'entend, mais pas trop cher. Le juste coût, voilà. Oui, vous parlez de la vitesse en Angleterre qui est limitée à 110 km/h. Récemment, le gouvernement a annoncé qu'il pourrait mettre à l'essai les 150 km/h. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Alors, pas le gouvernement français, hein. Eux, au contraire, ils voudraient baisser la vitesse, ils en rêvent. Ils n'y arriveront pas, parce que en fait, il faut arrêter de pousser mamie dans les bégonias. Là, on est quand même dans des vitesses sur autoroute qui sont totalement délirantes par rapport à la qualité de notre réseau autoroutier. En revanche, l'Italie, la République tchèque, c'est fait, ils vont passer à 150, la Pologne est à 140, l'Italie va peut-être bientôt passer et tester le 150 km/h. Donc, il y a quelque chose de contre-courant entre, d'un côté, des sociétés d'autoroutes, des autoroutes qui sont d'une fiabilité sans nom, qui nous permettraient de rouler un petit peu plus vite, et puis un État qui souhaite toujours, qui nourrit le rêve d'abaisser la vitesse à 110 km/h. Alors, 150 km/h, vous dites que c'est tout à fait compatible avec notre réseau routier, mais sur une question écologique, est-ce que ce serait pas une forte émission forcément des gaz d'échappement, de la consommation de carburant? Non, parce que là, évidemment, il y aura une surconsommation de carburant, c'est évident dans un premier temps, qui sera épongée par l'amélioration du parc. Un véhicule, il y a 15-20 ans, il faisait du 10 litres au 100. Aujourd'hui, il fait 6 litres 5. Donc, les émissions polluantes étant en rapport de la consommation de la consommation du véhicule global, aujourd'hui, les véhicules peuvent permettre cela. Et puis, vous savez, il y a aussi une question économique à gérer. On a le temps, c'est de l'argent en économie, et accélérer les déplacements pourrait permettre ça. Alors, je dis pas qu'il faut le faire. Je dis que peut-être, sur certaines portions, à certains endroits, on pourrait le tester. C'est pas la même chose. Tester, ce n'est pas approuver. C'est essayer pour voir et ensuite regarder au niveau des émissions polluantes, au niveau des accidents. Alors, si on n'a pas d'évolution ni négative ni positive, tant mieux. On peut y aller. Si elles ne sont que positives, on fonce. Si on a des évolutions qui sont négatives, on arrête. Vous savez, de temps en temps, il faut avoir le courage d'essayer. Voilà. Est-ce qu'on en sait plus pour le coup, de ces potentielles mises à l'essai de ces nouvelles vitesses ? Non, on n'a pas d'indicateur sur des vitesses plus hautes. On a juste un seul indicateur, c'est l'Allemagne, qui connaît un petit peu, en proportion des accidents, un petit peu plus d'accidents sur cette route que la France en pourcentage relatif, mais qui connaît une accidentalité moindre lorsqu'il s'agit de la comparer à tous les accidents qui ont lieu sur les réseaux routiers allemands. Donc en fait, on a l'impression que c'est un mal pour un bien. C'est un tout petit peu, mais vraiment c'est epsilonesque, d'accidents en plus sur le réseau autoroutier pour récolter beaucoup moins d'accidents sur tous les autres réseaux, parce que de ce fait, bien quand on a l'habitude de rouler dans des conditions un petit peu qui peuvent paraître un peu moins sécurisantes, eh bien parfois on gagne en accidentalité sur d'autres secteurs, comme sur le réseau secondaire, qui est celui où il y a le plus d'accidents. Le réseau secondaire qui avait été limité pour les tronçons sans terre-plein central à 80 km/h, le gouvernement est revenu là-dessus, repassant à 80 km/h sur 90 km/h pardon sur un certain nombre de tronçons. Est-ce que vous avez pu tirer un bilan de cette courte expérimentation des 80 km/h où ça a été une usine à gaz parfaite et complète? Et ça l'est encore, parce que le gouvernement n'a pas reculé. Ce sont les départements qui ont réussi, par le biais du Parlement, à trouver un accord pour que chaque département puisse rebasculer certaines routes à 90. Grosse problématique, c'est qu'on se retrouve avec des départements où c'est 80, des départements où c'est 90, des routes à 80, des routes à 90. C'est difficile à suivre, oui. Ouais, bon, les radars sont très contents, parce que de leur côté, forcément, quand on peut piéger les gens, ça marche. Mais en termes d'uniformisation des règles de conduite, c'est complètement fou. Aujourd'hui, un jeune qui passe son permis de conduire, quand on lui explique les limitations de vitesse en France, il y a vraiment de quoi y perdre son latin.
Oui, sachant qu'il y a aussi les limitations pour les jeunes conducteurs qui doivent être réduites de 10 km/h, notamment de 130 à 110. Mais pas partout. D'accord. Non, Pas partout, parce que quand c'est 80, ça reste 80. Oui. Donc c'est complètement fou. C'est compliqué. Parce que oui, quand c'est 90, c'est 80, mais quand c'est 80, c'est 80. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, et quand c'est 130, c'est 110. Quand il pleut, c'est 110. Voilà. Et puis si ma grand-mère elle en avait, ça paraît mon oncle. Donc voilà, si ma tante elle en avait. Donc voilà, on arrête un petit peu avec ces bêtises. Je pense qu'il faut des règles simples. Il faut des règles de conduite qui sont simples parce que quand vous connaissez la règle, vous pouvez la respecter. Quand la règle devient complètement ubuesque, on ne peut pas demander aux Français de la respecter. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'installation des bornes de recharge électrique qui doivent être réparties sur le territoire à temps, entre guillemets, pour l'arrivée sur le marché, une arrivée massive de véhicules électriques, puisque l'idée de l'Union européenne était même de bannir les moteurs thermiques du marché européen. Où en est-on de cet objectif de mailler le territoire de stations-service, mais électriques? Ouais. Alors, tous vos confrères répètent le même discours. C'est le boom de la voiture électrique. Parce que 17% en tout cas, de l'exigence vendus, de l'Union européenne. Après, est-ce que tout le monde se mettra à l'électrique aussi, c'est une autre question. Parce que 17% des Français ont acheté un véhicule électrifié ces derniers mois. Oui, ça veut surtout dire que 83% des Français, c'est-à-dire l'écrasante majorité, ont acheté un véhicule thermique traditionnel. Donc l'électrique, on n'y est pas. Pourquoi? Parce que l'énergie est chère sur les bornes de recharge, plus chère que de l'essence ou du diesel. Moins cher à la maison, plus cher sur les bornes de recharge. Parce que les bornes de recharge sont pas satisfaisantes en nombre. Parce que c'est long, trop long de faire recharger une voiture électrique à 100%. Parce que ces bornes de recharge, ne nous voilons pas la face, on n'en aura pas suffisamment pour pouvoir irriguer le parc auto global. Aujourd'hui, le parc auto électrique en France, c'est 2% des véhicules. 2%. Et il n'y en a quasiment pas sur autoroute. Donc en fait, le véhicule électrique, pour l'instant, c'est un fantasme pour beaucoup. C'est une réalité pour quelques urbains qui ont décidé que ce véhicule assurait bien leur déplacement, qui rechargent à domicile, qui ont la possibilité d'avoir la prise électrique à domicile, qui leur permet de payer moins cher. Dans ces cas-là, je suis ravi pour eux, mais ce n'est pas la solution pour la majorité des Français. N'oublions pas un point. Vous avez des Français qui n'ont pas de place de stationnement, qui n'ont pas de garage. Comment ils font pour charger? Ils vont pas balancer un cordon de 30 mètres par la fenêtre du 5e étage. Donc, soyons réalistes, le véhicule électrique n'est pas mûr aujourd'hui et les systèmes de recharge ne sont pas au point. Je voyais en Chine, par exemple, lorsque vous voulez faire recharger votre voiture électrique, certains proposent on ne recharge pas votre voiture, on change la batterie. Eh ben, c'est un modèle peut-être plus simple qui n'a pas encore été exploré en France. Oui, à la façon par exemple des scooters en libre service. Parfait, merci beaucoup Pierre Chasseret d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole et délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.